Ils m'ont dit qu'ils restaient discrets cette année. Mais ma carte a payé une villa pour 14 personnes, la restauration et des excursions de groupe. Je n'ai rien dit. J'ai simplement cliqué sur « Contester », bloqué le compte voyage et signalé la carte à l'aéroport. La sécurité les a retenus. Mon père a envoyé un texto « Nos cartes d'embarquement sont refusées ». J'ai répondu « Essayez peut-être de réduire la liste des invités ». Le lendemain, l'avocat de mon père m'a appelé 15 fois de suite. Il m'avait dit qu'il ferait des économies cette année. C'était leur phrase exacte. C'était le mensonge qu'il m'avait donné, comme si c'était un petit détail insignifiant. 3 semaines plus tard, ma carte de crédit a été débitée de 4039 $ par une agence de voyage de luxe, cette nuit à Canquin, 14 invités, excursion de groupe, chef privé au tout payé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas demandé pourquoi. Je me suis simplement assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai calmement cliqué sur « Contester tout », signaler la carte, bloquer mon compte voyage et désactiver les notifications. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de mon père, nos cartes d'embarquement ont été refusées. Nous sommes retenus par la sécurité de l'aéroport. Que se passe-t-il? J'ai répondu, essayez peut-être de réduire la liste des invités. Et c'est tout. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut comprendre le genre de personnes qu'ils sont et le genre d'idiot que j'ai été. 1 mois plus tôt, j'ai obtenu une promotion au travail. Ce n'était pas un salaire de PDG, mais cela s'est accompagné d'une augmentation de titre et d'une augmentation assez généreuse. Je l'avais gardé secret jusqu'à la fête d'anniversaire de ma cousine Rebecca. Je n'en ai parlé que lorsque mon oncle a demandé comment les choses se passaient, au dessert. Toute la famille était au courant. Et pas seulement au courant où ils avaient des idées. Ma mère m'a prise à part et m'a dit combien elle était fière, combien j'avais vraiment réussi. Mon père m'a tapé dans le dos et m'a demandé si j'étais enfin prêt à contribuer davantage. Je savais où cela allait mener, alors je l'ai arrêté. Je leur ai dit que je ne participerais pas aux vacances familiales cet été. J'avais besoin de temps pour me ressourcer, peut-être voyager seul. Ma mère a souri et a dit, ce n'est pas grave, de toute façon, nous allons faire des économies cette année. Cette phrase m'est restée en tête au son ton, sa étrange finalité. Il s'avère qu'il voulait dire qu'ils feraient des économies de leur argent, pas du mien. 3 jours après la fête, j'ai été débité de ces 4000 $, puis d'un deuxième repas, commodité de la villa, une excursion de plongée en apnée pour 14 personnes. J'ai consulté l'itinéraire et j'ai vu le moindre détail, date, nom, réservation. Rien ne m'incluait. C'est là que j'ai compris. Pendant la fête, j'avais laissé mon portefeuille sur le comptoir de la cuisine en aidant à nettoyer. Ils n'ont pas volé la carte, ils ont mémorisé le numéro, pris des photos, attendu quelques jours, puis se sont lancés dans une folie acheteuse, en supposant que je ne le remarquerais pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont mal supposé. J'ai tout anéanti, contesté les frais, bloqué le compte, annulé les réservations, changé mes mots de passe. J'ai même contacté la villa directement et les ai prévenus d'une fraude potentielle. Ils ont été étonnamment serviables. Considérant ce qui s'est passé ensuite était délicieux. Je suppose qu'ils étaient déjà à l'aéroport lorsque l'annulation est arrivée. Je peux juste les imaginer se dirigeant vers le comptoir avec des lunettes de soleil et des chapeaux de paille, essayant de se faire passer pour des membres de la royauté, pour se faire dire que leur billet n'existait plus. J'ai reçu le texto de mon père alors qu'ils étaient déjà retenus par la sécurité de l'aéroport. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé ma réponse, essayez peut-être de réduire la liste des invités. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché tôt ce soir-là. J'ai dormi comme une souche. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 15 appels manqués, tous du même numéro, l'avocat de mon père. Je n'ai pas rappelé au pas tout de suite. Je savais exactement de quoi il s'agissait. Voyez-vous, il y a 3 ans, mon père m'avait donné sa vieille voiture après en avoir acheté une nouvelle. Ce n'était pas un grand geste, il allait l'échanger, mais il a pensé que je pourrais l'utiliser plus que la concession. Maintenant, soudainement, elle était reclassée comme un prêt. Lorsque j'ai finalement répondu, l'avocat n'a pas perdu de temps. Il a dit que mon père demandait le retour du véhicule, invoquant un manque de réciprocité familiale et une rupture de confiance. Je pouvais presque entendre mon père le dicter mot pour mot de l'autre côté de la pièce. J'ai dit, très bien. Il pourrait avoir la voiture. Je laisserai les clés sur le perron. Parce que j'en avais fini. Plus de culpabilité. Plus de manipulation.
Plus de prétentions. Mais ce n'était pas la fin. Il pensait avoir gagné quelque chose ce jour-là. Il n'avait aucune idée que les vraies vacances ne faisaient que commencer. J'ai déposé la voiture ce soir-là. Je n'ai même pas attendu que quelqu'un sorte de la maison. Je l'ai simplement garée sur le trottoir, j'ai verrouillé les portes, j'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres et je suis parti. Je ne leur devais pas d'explication, et honnêtement, je me fichais qu'ils pensent avoir obtenu gain de cause. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma sœur. Courtney, sérieusement? Tu donnes la voiture juste pour être dramatique? Grandi. Je n'ai pas répondu. Elle était l'un des noms sur la liste des invités, juste là dans l'itinéraire de voyage, entre Rebecca, chambre double, et l'oncle Jeff, vue sur l'océan. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Le truc drôle, c'est que j'ai presque respecté le coup. C'était audacieux, effronté ou ce n'était tout simplement pas intelligent. Ils ont supposé que je serais trop passif, trop doux, trop désireux de maintenir la paix. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que je finisse par être fatigué. J'ai attendu que les choses s'aggravent, et bien sûr, elles l'ont fait mais pas comme je m'y attendais. 2 semaines après les vacances qui n'ont jamais eu lieu, j'ai reçu un appel d'un ami qui travaille dans une caisse populaire locale. Il m'a dit, très décontracté, que mon père venait d'essayer de contracter un prêt personnel. Apparemment, son entreprise, et j'utilise le terme de façon floue, avait subi un coup dur. Le prêt a été refusé parce que son crédit était tombé sous les 6 cents. 3 jours après cela, l'Instagram de ma cousine Rebecca a disparu. Elle poste généralement tous les jours, alors j'ai vérifié son Facebook par curiosité. Ses fiançailles avaient été reportées, ce qui, si vous la connaissez, signifie annulé. Je ne fêtais pas encore, mais j'ai vu ma tante Mélissa aux l'une des voix les plus fortes pendant toute la discussion. Thomas est égoïste, après le désastre de l'aéroport vivait sans payer de loyer dans l'un des anciens duplex de mon grand-père. Devinez qui a reçu un avis d'expulsion de la banque? C'est exact. Mon père l'avait utilisé comme garantie pour un prêt commercial il y a 2 ans et ne le lui avait jamais dit. Maintenant, elle dormait sur le canapé de Courtney. L'effet boule de neige commençait, sans que je lève le petit doigt. Mais je n'avais pas fini. Il pensait que le karma était arrivé tôt. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je planifiais quelque chose de beaucoup plus précis. Parce que s'ils devaient me traiter comme une étrangère, j'allais leur montrer ce que signifiait vraiment être coupé. Et le premier mouvement était déjà en cours. Vous souvenez-vous de la voiture qu'ils voulaient tant? Celle qu'ils m'ont reprise avec une assistance juridique? Elle n'était pas assurée, et elle allait leur coûter beaucoup plus cher qu'ils ne l'avaient prévu. 1 semaine après leur avoir donné la voiture, j'ai reçu un email du DMV. Cela a commencé normalement, en tête générique, pas d'urgence. Mais dès que je l'ai ouvert, je l'ai senti arriver, une infraction au code de la route, 30 000 par heure au-dessus de la limite de vitesse dans une zone résidentielle, caméra automatique. La photo jointe était granuleuse, mais il n'y avait pas de doute, mon père au volant, même sweatshirt gris qu'il porte toujours, visage au centre. Elle m'était adressée, bien sûr, car il n'avait jamais changé le titre. L'immatriculation était toujours à mon nom. J'ai vérifié la date, 3 jours après avoir laissé la voiture dans leur allée. J'ai relu mes emails et j'ai trouvé l'avis d'annulation de ma compagnie d'assurance. J'avais résilié la police le même soir où j'avais déposé les clés. Je voulais que ce soit propre, terminé. Mais maintenant, c'était quelque chose de mieux, un levier. J'ai contacté le DMV, déposé une déclaration de non-propriété avec toutes les sauvegardes, l'email de l'avocat, les textos, la chronologie. J'ai même joint les messages Facebook de Courtney se moquant de moi pour avoir donné la voiture. En 48 heures, le ticket a été réaffecté, et sans preuve d'assurance au dossier, le DMV a ajouté un drapeau à la plaque d'immatriculation de la voiture. Je n'ai même pas eu à faire d'appel. Elle était maintenant marquée pour être saisie si elle était vue sur la route. Mais ce n'était que des retombées. Je n'avais toujours pas fait le moindre mouvement intentionnel. 3 nuits plus tard, ma mère a brisé le silence pas par un appel, pas même un message privé, un commentaire sur une photo de plage que j'ai postée, la première que j'avais téléchargée depuis que tout cela a commencé. Juste une image calme et simple de l'océan. Elle a écrit « J'espère que tu t'amuses pendant que ta famille se défait ». Comme si cela devait me faire culpabiliser. Mais je ne me suis pas senti coupable. Je n'ai rien ressenti. Mon père a ensuite fait son coup au pas un appel téléphonique. Il ne fait jamais rien directement lorsqu'il pense qu'il peut manipuler une situation discrètement. Un ami du travail, Josh,
m'a envoyé un texto avec une capture d'écran. Quelqu'un lui avait envoyé un message sur LinkedIn, se faisant passer pour un recruteur, lui posant des questions sur moi, essayant de creuser. Il n'a pas fallu grand-chose pour relier les points, la grammaire, la formulation, la stupide adresse email. C'était lui. Il essayait d'empoisonner le puits au subtil, désespéré. Josh a répondu, faisant semblant de ne pas remarquer, a joué le jeu, puis m'a mis en copie conforme dans une réponse qui se terminait par « Ce genre de comportement est exactement la raison pour laquelle je ne mélange jamais la famille et les affaires. » Ils étaient en train de s'agiter. Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement décidé de commencer. Je tenais une liste depuis des années pas seulement des torts, cela était facile à retenir, mais des leviers, des choses discrètes, des petites choses, des détails qu'ils m'ont donnés, pensant que je ne les utiliserais jamais. Et assis en haut de cette liste se trouvait l'oncle Jeff. Il y a 3 ans, il m'a appelé en panique. Sa femme l'avait quitté pour un type qu'elle avait rencontré en ligne, et elle l'avait fait juste après avoir vidé leur compte joint. Il avait un DUI en instance, une carte de crédit maximale et une vieille dette de jeu qu'il avait cachée à tout le monde. Il ne voulait pas que personne le sache. Il m'a demandé $2000 pour payer son loyer et m'a dit qu'il me rembourserait dans les 3 mois. Il ne l'a jamais fait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai tout gardé, les reçus Venmo, les textos où il promettait de me rembourser d'ici juin, le fil de discussion par email où il a admis accidentellement que l'argent n'était pas pour le loyer, c'était pour rembourser quelqu'un qui s'appelait Lenny. J'ai trouvé Lenny, soit dit en passant. Il tient un pawn shop louche dans Deville, toujours en affaires. Alors j'ai passé un coup de fil au pas à Lenny, pas à Jeff à son service des ressources humaines. Un appel anonyme, juste une voix leur disant qu'ils devraient refaire une vérification des antécédents, quelque chose à propos d'un DUI qui n'aurait peut-être pas été détecté la première fois, quelque chose à propos d'une fausse adresse sur sa candidature d'emploi. À la fin de la semaine, l'oncle Jeff était en congé administratif. Ma mère a posté un verset biblique critique ce soir-là, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Pour une fois, j'étais d'accord avec elle. Et je ne faisais que commencer. La prochaine fissure est venue de Courtney. Elle était sur un nuage depuis qu'elle avait convaincu notre père de co-signer son bail l'année dernière, appartement de luxe en centre-ville, vue sur la ville, piscine à débordement et un loyer bien supérieur à ce qu'elle pouvait réellement se permettre. Elle travaillait à temps partiel dans un salon de coiffure de luxe et complétait le reste avec un travail d'influenceuse, ce qui signifiait principalement publier des images soignées de café et faire semblant d'être sponsorisée. Je savais qu'elle tenait à peine le coup. Je savais aussi que notre père avait utilisé son crédit pour faire passer le bail, tout en jonglant déjà avec les dettes d'une de ses entreprises en difficulté. Alors j'ai vérifié. C'était là, un dépôt de plainte devant le tribunal, un avis de litige civil, un loyer en souffrance, 3 mois. La société de gestion immobilière avait intenté une action contre elle et mon père. C'est à ce moment-là que j'ai passé un autre appel au pas à l'immeuble, pas à Courtney, à l'agence de recouvrement qui avait signalé mon crédit il y a 2 ans lorsqu'elle a manqué un paiement sur un forfait téléphonique que j'avais co-signé à l'université. J'avais aussi des captures d'écran de ce fiasco. Je leur ai envoyé un tuyau anonyme indiquant que Courtney pouvait cacher des revenus par le biais d'applications de paiement et de cadeaux de parrainage numérique, tout en déclarant aucun revenu dans sa demande de réduction de dette. Tout est public, tout est vérifiable. J'ai même joint quelques captures d'écran de ses vantardises sur le fait d'obtenir de l'argent gratuit des marques. Elle a été assignée une semaine plus tard. L'avis est arrivé alors qu'elle était en direct sur Instagram pour une séance de questions-réponses. Je l'ai vue parce que quelqu'un l'a enregistré et me l'a envoyé. Le moment où son visage s'est affaissé au milieu du brillant à lèvres tandis qu'un homme hors caméra lui tendait une enveloppe. Elle n'a pas terminé le direct. Le lendemain, mon père m'a envoyé un texto non pas pour s'excuser, ni pour demander comment je me portais. Il a juste envoyé 3 mots, c'est la guerre. Je n'ai pas répondu, mais je me suis assuré qu'il recevrait un appel d'une journaliste locale que je connaissais. Elle me devait une faveur depuis que je l'avais aidé à obtenir une piste sur une affaire de fraude fiscale il y a des années. Je lui ai donné un tuyau, examiner les subventions aux petites entreprises locales accordées à des personnes qui n'ont jamais livré ce qu'elles avaient promis. Devinez quel nom est apparu ? La société de conseil de mon père avait reçu un chèque d'aide de $12 000 pendant la pandémie pour développer numériquement son entreprise, aucun site web, aucune présence en ligne, aucune taxe déclarée pour l'année, rien. L'article est paru 2 jours plus tard au court mais percutant. Son nom était là. Il ne disait pas « coupable », mais il n'avait pas besoin de le faire.
Les commentaires sous le post étaient brutaux. Et puis les appels ont cessé. Plus d'avocats, plus d'appels manqués, plus de textos prétendant que j'avais mal compris ce que « famille » signifiait. Mais je n'étais pas satisfait, pas encore. Parce qu'ils pensaient toujours que c'était à propos de vacances annulées, d'une voiture, de quelques milliers de dollars. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient volé autre chose, ils ont pris la paix, la confiance, le temps, et maintenant ils allaient tout récupérer, pièce par pièce mais pas comme ils le voulaient. Le silence a duré 6 jours, pas de textos, pas d'appels, pas de publications publiques narquoises. Le calme était étrange, mais je les connaissais. Ils n'étaient pas vaincus, ils se regroupaient, attendant quelque chose qu'ils pourraient transformer en une autre raison de faire de moi le méchant. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une lettre par la poste, du vrai papier, pas d'adresse de retour, mais l'écriture était familière. À l'intérieur, il y avait une seule feuille. Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait avant, je suis désolé. Je ne suis pas comme eux. Pas de signature, mais je connaissais l'écriture, ma cousine Léa. Elle était toujours la plus discrète, restait pour elle-même, ne s'est jamais mêlée lorsque la famille s'acharnait sur quelqu'un. Je n'avais pas pensé à elle pendant tout ça. Elle n'était pas sur la liste de voyage, et elle se présentait rarement aux grands événements familiaux. J'ai envisagé de la contacter, mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Parce que 3 heures après avoir reçu cette lettre, j'ai reçu un appel de l'avocat de mon père. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Même numéro, même ton robotique, mais cette fois le message était différent. Thomas, nous avons reçu un avis de transfert de succession en attente de votre signature. Il semble que votre grand-père vous ait laissé le duplex. Mon grand-père était décédé 1 an plus tôt. Tout le monde supposait que le duplex reviendrait à tante Mélissa. Elle y vivait depuis des années, sans payer de loyer, comme une sorte d'accord tacite. Mais apparemment, elle n'a jamais vérifié le testament mis à jour. Il l'avait changé 6 mois avant sa mort, laissant discrètement le duplex à moi parce que j'étais le seul membre de la famille à l'avoir jamais aidé pour ses visites à l'hôpital, qui se présentait sans rien demander. J'ai rappelé l'avocat, les confirmé, j'ai obtenu les documents. Mélissa n'en avait aucune idée. 2 jours plus tard, j'ai affiché une annonce, duplex de 2 chambres, nouvellement hérité, disponible à la location. Priorité accordée aux locataires calmes. Mélissa l'a découvert le lendemain matin. Courtney m'a envoyé un message vocal en criant. Elle m'a accusé d'essayer de rendre leur mère sans abri. Je n'ai pas répondu. Mélissa n'avait jamais payé de loyer dans cet endroit. Elle l'a saccagé, repeint le bois franc d'origine et a laissé des ordures dans la cour arrière comme si elle ne pensait pas que quelqu'un la tiendrait jamais responsable. Et maintenant, elle était tenue responsable. Mais le plus gros rebondissement était encore à venir. 3 jours après la mise en ligne de l'annonce, j'ai reçu un email d'un type nommé Brian Keller. Il a dit qu'il était intéressé par le duplex, qu'il voulait se rencontrer. Je l'ai recherché sur Google par habitude. Il s'avère qu'il était expert comptable, travaillait autrefois pour l'IRS, travaillait maintenant à son compte comme enquêteur fiscal. Il ne voulait pas louer l'endroit, il voulait parler. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant au bord de l'autoroute. Il a apporté un gros dossier, et ce qu'il m'a dit m'a coupé le souffle. Il enquêtait sur mon père. Apparemment, quelqu'un avait signalé anonymement son entreprise de conseil après ce petit article. Brian avait suivi l'argent et avait trouvé des incohérences, revenus mal déclarés, faux 1099, employé fantôme. Puis il s'est penché et a dit, « Savez-vous quelque chose à propos d'un fonds fiduciaire lié à votre nom qui a été vidé en 2019 ?» Je ne le savais pas. Il s'avère que mon grand-père m'avait laissé un petit fonds en fiducie lorsque j'ai eu 18 ans, en rien de révolutionnaire, mais environ 25 000 $. Il était censé être conservé jusqu'à mes 25 ans, ce qui ne s'est jamais produit parce qu'en 2019, il a été discrètement fermé par mon père, en utilisant des documents falsifiés. Brian m'a remis les documents, copies de signature, chronologie, journaux des transactions. C'était réel. Tout ce temps, je pensais que la pire chose qu'ils avaient faite était de voler des vacances. Je me suis trompé. Ils m'avaient volé des années. Maintenant, je ne jouais plus seulement aux échecs, j'étais en train de mettre le feu au tableau. J'ai quitté le restaurant en silence, le dossier toujours sur le siège passager comme une arme chargée. J'ai conduit sans musique, pas de podcast, juste le son de ma propre respiration et des pneus sur l'asphalte. Toutes les quelques minutes, je regardais le dossier, m'attendant à ce qu'il prenne feu. Brian l'avait clairement exposé, en 2019,
mon père avait accédé au fonds en fiducie laissé par mon grand-père 25 000 $ destinés à moi. Il avait été transféré, fermé et effacé avec des documents falsifiés, des signatures qui n'étaient pas les miennes, des enregistrements montrant de l'argent retiré par morceaux, canalisé par un compte lié à l'entreprise de mon père pendant que je travaillais des quarts de nuit et sautais des repas. Il y avait eu une sécurité dont je n'avais jamais su l'existence qu'il m'avait retirée avant même que j'aie la chance de l'utiliser. Il n'a pas seulement volé de l'argent, il m'a volé des années de lutte que je n'avais pas besoin de vivre, et maintenant je ne pouvais plus le voir. De retour chez moi, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assis dans le noir, le téléphone dans une main, le dossier dans l'autre. Ma boîte de réception contenait 3 nouveaux emails, tous provenant de l'annonce immobilière du duplex, tous de vrais locataires, de vraies personnes. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai hésité pour la première fois depuis des semaines. J'ai fait une pause non pas parce que je doutais de ce que je faisais, mais parce que le poids de tout cela commençait enfin à se faire sentir. Tout avait changé. La vengeance occasionnelle, les manœuvres de pouvoir mesquines, ce n'était plus mesquin, c'était la guerre, et les enjeux venaient de changer. Je me suis levé, j'ai sorti les papiers de l'acte de mon tiroir et j'ai moi-même déposé le changement de propriété final. Je ne voulais pas de retard, je voulais que ce soit officiel. Le duplex était maintenant à moi, légalement et complètement, et ils allaient le sentir. Parce que je ne le louais plus à des inconnus. J'avais d'autres projets pour cette maison. J'avais l'un de ces tableaux blancs avec une grille de calendrier resté d'un projet au travail. Je l'ai essuyé et j'ai commencé à écrire, nom, date, connexion à mon père, Courtney et Melissa, l'oncle Jeff, dette, secret, levier, note du dossier de Brian. Chaque coin du tableau s'est rempli rapidement. Puis j'ai encerclé un nom sur lequel je ne m'étais pas concentré auparavant, Léa, ma cousine, qui avait envoyé cette lettre anonyme, la seule à avoir rompu les rangs. Je ne lui avais pas répondu, je ne l'avais pas du tout reconnue. Mais quelque chose dans son timing, ce n'était pas de la culpabilité, c'était autre chose. Peut-être qu'elle en savait plus, peut-être essayait-elle de prendre ses distances avant que les choses n'explosent. À 1h13, j'ai reçu un message pas de nom, juste un numéro que je ne connaissais pas et une seule image. C'était le duplex, la nuit, pris depuis une voiture, peut-être le perron, faiblement éclairé, l'enseigne, à louer, toujours en place. Pas de message, pas de contexte, juste la photo. Je l'ai regardé, immobile. Puis un autre message est arrivé au pas de mots encore, juste une capture d'écran, un virement bancaire, 5 chiffres, un numéro de compte commençant par les 4 mêmes chiffres que le fonds fiduciaire que Brian m'avait montré, un retrait, mai 2019. Quelqu'un regardait, et il voulait que je le sache. J'ai essayé d'appeler le numéro directement à la messagerie vocale, pas d'idée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, car maintenant je savais que je n'étais pas le seul à fouiller dans le passé, je n'étais pas le seul à avoir quelque chose à perdre, et quelqu'un, quelque part, essayait de me prévenir, ou de me menacer, ou les deux. Je reviendrai avec ce qui s'est passé ensuite. J'ai besoin de l'écrire, d'y donner un sens, car ce qui s'est déroulé après cette photo a tout changé. Mais pour l'instant, c'est tout. Mise à jour finale, cela fait 4 mois depuis ce dernier message, celui avec la photo du duplex et la capture d'écran du virement bancaire de 2019. Je n'ai jamais su qui l'a envoyé. Le numéro a été déconnecté une semaine plus tard. J'ai essayé de le retracer par le biais d'un ami qui travaille dans la sécurité informatique, au téléphone jetable, pas d'historique, rien d'attaché. Mais cela n'avait pas d'importance, car le reste avait déjà commencé à s'effondrer. Environ une semaine après cette nuit-là, j'ai reçu un autre email de Brian. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste envoyé un document, c'était le projet final de son rapport, marqué comme terminé. Il l'avait soumis à l'IRS et à quelques autres agences concernées, une enquête discrète et approfondie, fraude fiscale, fraude bancaire, vol d'identité et faux documents, tout cela lié à mon père. Il a ajouté une phrase dans l'email, vous n'aurez pas besoin de porter plainte, il bouge déjà. 3 jours plus tard, le site web de l'entreprise de mon père est devenu hors ligne, son numéro a été déconnecté, et puis l'avocat, celui qui m'avait laissé tous ces messages vocaux, a démissionné. Apparemment, mon père ne l'avait pas payé depuis 2 mois. Courtney a été expulsée peu de temps après. La dernière fois que j'ai entendu parler, elle était de retour chez mes parents, qui avaient une pancarte de saisie immobilière dans la cour. À la mi-mai, tante Melissa m'a envoyé un message, non pas pour crier ou menacer, juste discrètement, je ne savais pas que cela irait aussi loin. Je n'ai pas répondu. Et l'oncle Jeff ? Il a perdu son emploi officiellement,
violation de la politique était le terme public, mais il n'était pas difficile de comprendre ce qui s'était passé. Je n'ai jamais loué le duplex. J'ai décidé de ne pas le faire. Au lieu de cela, je l'ai nettoyé, j'ai fait changer les serrures, j'ai peint chaque pièce et je l'ai gardé vide. Parfois, je m'assois sur le perron le soir et j'écoute simplement le vent souffler dans cette rue résidentielle tranquille. La paix a un son, et c'est ce à quoi cela ressemble. Quant au fonds en fiducie, Brian a confirmé que l'IRS poursuivra le remboursement. Je ne reverrai probablement jamais les 25 000 $ au complet, mais ce n'est pas grave. Il ne s'agit plus d'argent, cela ne l'a pas été depuis un moment. La vérité est que je ne les ai pas détruits, ils l'ont fait eux-mêmes. J'ai simplement cessé de les protéger des conséquences. Et Léa ? Elle a écrit à nouveau. Cette fois, elle l'a signé. Elle m'a dit qu'elle avait quitté le groupe familial, coupé les contacts, commencé une thérapie. Elle a dit que regarder ce qui s'était passé lui avait fait réaliser à quel point le dysfonctionnement était profond. Elle a terminé sa lettre par « Tu étais le seul à t'en aller et à ne pas revenir ». J'essaie de faire ça aussi, maintenant. Je n'ai pas encore répondu, mais je le ferai. Parce que je ne suis plus en colère. Je ne suis pas en train de comploter, d'attendre ou de revivre cela dans ma tête. C'est fini.